gardera la rencontre ouverte. Je vais donc effectivement, avant de passer à notre période, donc on aura une période de conférence au départ, puis d'échange, je vais vous présenter un peu le pourquoi de la rencontre d'aujourd'hui, dans quel contexte cela s'inscrit. C'est effectivement une initiative de l'Alliance Ariane. L'Alliance Ariane qui a été fondée en 2015 par une série d'organismes nationaux, dont le regroupement des conseils régionaux de l'environnement, l'Ordre des urbanistes, l'Ordre des architectes, les gens du patrimoine, les vivre en ville, etc., pour demander une politique nationale de l'aménagement du territoire au Québec, sur la base d'un constat qu'il y a trop d'incohérences, il manque de lignes directrices, il manque de vision. Donc, cette demande a été entendue au gouvernement et le 27 janvier dernier, le gouvernement du Québec a annoncé la tenue d'une grande conversation qui mènera, début 2022, à l'adoption d'une stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Alors, on est, nous, en tant qu'initiative indépendante, on était à ce moment-ci un peu à discuter des enjeux qui sont importants en aménagement du territoire. Je vais à nouveau vous partager mon écran pour vous présenter un peu qu'est-ce que le gouvernement a mis sur la table et surtout les mécanismes de consultation, parce que c'est bien sûr vous qui serez appelés à participer. Donc, je l'ai dit, c'est le ministère des Affaires municipales qui a lancé cette démarche-là. L'objectif, c'est la réforme du cadre en aménagement du territoire, des lois, des politiques. Donc, ce n'est pas seulement une réforme de la loi sur l'urbanisme et l'aménagement. Ça va probablement comprendre une, mais ça peut être plus large. Ça peut être les politiques budgétaires, fiscales, etc. Pourquoi le gouvernement va vers une telle démarche? Bien, c'est la reconnaissance qu'il y a des enjeux structurels problématiques. L'étalement urbain, la pression sur les milieux naturels et agricoles, les enjeux de logement, d'habitation, les environnements qui ne sont pas suffisamment favorables aux saines habitudes de vie, ainsi que des enjeux conjoncturels. On a vu la question de l'espace public dans la pandémie, les inondations, bien sûr, on l'a vu dans votre région, la crise du patrimoine, ça c'est partout, la même chose. Donc, il y a nécessité de développer une meilleure vision, des meilleurs outils, des meilleures orientations pour l'aménagement du territoire au Québec. Alors, vous voyez à l'écran les 5 thèmes que le gouvernement souhaite discuter. La gouvernance, dont on discute aujourd'hui également, la gouvernance, la croissance urbaine, les milieux de vie, la ruralité, les finances, fiscalité. C'est tous des thèmes là, qui se développent en plus petites thématiques et également des enjeux transversaux également. Il y a 4 étapes dans la grande démarche du gouvernement. On est à la 2e, celle des orientations. Le portrait ayant été complété. D'ailleurs, là, vous avez accès à plusieurs éléments du portrait sur le site du ministère des Affaires municipales. Il y a eu donc certains documents, puis un document spécifique pour les orientations qui s'appelle le document de consultation. Et tout cela avec une consultation web et publique à la fin de l'été mènera le gouvernement vers la rédaction d'une politique qu'il annoncera, il nous a dit, en 2022. Il s'est engagé pour début 2022. Finalement, je termine en vous parlant des mécanismes de consultation, bien que j'en ai parlé un peu. Il y a eu un comité consultatif. Il y a eu des laboratoires et des séminaires dont certains documents sont disponibles. Cet été, tournée régionale de la ministre des Affaires municipales auprès des acteurs et également consultation web, je l'ai dit, à partir du 16 août, et ainsi qu'en parallèle, une consultation des Premières Nations du Québec. Alors, c'était juste simplement pour faire le portrait du pourquoi de la discussion aujourd'hui. Donc, ce sera une discussion très large. Parlons territoire. On met la table avec 3 conférences, donc deux présentations professionnelles et un témoignage citoyen pour un petit peu voir de quoi on veut discuter aujourd'hui, mais c'est très large. On va partir de vos expériences dans les Laurentides. Puis d'ailleurs, je prendrai simplement un moment pour dire que cette grande région Laurentide, que je n'habite pas, mais bon, que j'ai connu un peu quand même. Une région qui regroupe plein de diversité, hein, bien sûr. On est à la fois en périphérie de la grande métropole du Québec, donc dans des territoires où il y a une croissance démographique forte, et dans des territoires qui ont beaucoup plus de liens avec la ruralité québécoise, là, quand on va vers les Hautes-Laurentides. Donc, c'est très divers. Mais je pense qu'on va se donner aujourd'hui l'objectif de dépasser un peu les clichés puis de trouver qu'est-ce qui peut nous rassembler dans les différentes visions du milieu de vie, de protection de la nature, ces choses-là, parce qu'il y a probablement plus de ponts que
que de choses qui nous différencient. Et après tout, ben, c'est bien une seule région au niveau administratif. Alors, on essaie quand même d'avoir différents portraits, mais allons vers ce qui nous rassemble. Donc, ce serait le temps de souhaiter la bienvenue d'abord à M. Pierre Filion, que je vais vous le présenter rapidement. Oui, je vous vois à l'écran. Bonjour, M. Filion. M. Filion est professeur émérite à l'École d'urbanisme de l'Université de Waterloo, en Ontario. Et si on l'a invité, c'est bien sûr que ses champs de recherche comprennent l'aménagement à l'échelle métropolitaine, les centres-villes, ainsi que les centres secondaires et les infrastructures urbaines. Il fut membre du comité d'aménagement de la Commission de la capitale nationale, la grande région d'Ottawa, du comité scientifique de la Commission internationale des Grands Lacs et du panel de la zone centrale qui a mené à la formulation du plan A Place to Grow. Alors, je pense que vous allez, entre autres, nous donner des exemples de l'extérieur du Québec pour pouvoir nous inspirer sur la planification du territoire. Monsieur Filion, la parole est à vous. Merci. Je vais installer mon PowerPoint un instant. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne bien. Parfait. Alors, je vais vous entretenir de l'expérience de Toronto. Alors, pourquoi l'expérience de Toronto? Un instant, là, je pense que j'ai... voilà. Parce que parmi les exemples d'aménagement à l'échelle métropolitaine en Amérique du Nord, Toronto est un des cas qui a le mieux réussi. Il n'y a pas seulement que Toronto, Portland en Oregon est un autre exemple. Vancouver pourrait être aussi cité comme exemple. Remarquez que j'aurais préféré utiliser Copenhague comme exemple parce que j'ai l'impression que c'est l'exemple mondial où ça a mieux fonctionné sur le plan, ou un de ceux où ça a mieux fonctionné sur le plan de l'aménagement métropolitain parce qu'on a suivi la même stratégie depuis la fin des années 40. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de consistance dans l'aménagement régional dans le cas de Copenhague, ce qui n'est pas exactement le cas à Toronto, mais Toronto est mieux adapté au contexte nord-américain. J'ai une certaine connaissance du cas de Toronto parce que j'ai participé au panel d'experts qui a contribué à la formulation des objectifs de Place to Grow, comme le mentionnait Philippe. Aussi, j'ai fait pas mal de recherches au cours des dernières années sur la mise en place de ce plan, du plan A Place to Grow. Le plan a été adopté en 2006 par le gouvernement de l'Ontario. Ça, c'est important. C'est un plan provincial, ce n'est pas un plan municipal, ce n'est pas les municipalités qui sont regroupées pour arriver à ce plan-là, c'est la province qui l'a imposé aux municipalités. Et nous allons identifier ses principales caractéristiques. Un instant là. Ce que j'avais oublié de dire, c'est que je vais parler de l'adhésion, des raisons pour lesquelles il y a une adhésion des administrations régionales et locales au plan en question. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les municipalités ont appuyé le plan et n'ont pas résisté à la mise en place de ce plan-là? Aussi, je vais parler des tensions entre secteur urbain, secteur vocation rurale et touristique à l'intérieur de la grande région du Greater Golden Horseshoe, qui est la grande région sur la juridiction de ce plan-là. Et puis, je vais terminer en établissant certaines comparaisons entre la région de Montréal et celle de Toronto. Alors, la ceinture de verdure est un des éléments principaux du plan en question. C'est probablement la plus grande ou une des plus grandes ceintures de verdure au monde. Là, c'est parce que elle a 800 000 hectares. Et fait important à noter, c'est que lorsque la ceinture a été menacée lors de la campagne électorale de 2018, lorsque le Parti progressiste conservateur évoquait la possibilité de construire de l'habitation dans la ceinture de verdure parce qu'il y a une crise du logement à Toronto, il y a eu une grande mobilisation de plusieurs organismes et puis il y a eu aussi une mobilisation de l'opinion publique. C'est-à-dire que les gens sont d'accord avec l'existence de la ceinture de verdure et supportent le concept de la ceinture de verdure. Un autre élément du plan en question, c'est la création de centres urbains plurifonctionnels et de forte densité, ce qu'on appelle des Urban Growth Centers. Et puis, il y en a 25 Urban Growth Centers. Puis, je vais revenir à ce chiffre magique-là de 25 parce que ça correspond à peu près au nombre de municipalités à l'intérieur de la région en question. Ce qui fait en sorte que plus ou moins chacune des municipalités a son Urban Growth Center. Alors, il y a aussi à l'intérieur du secteur sous la juridiction
du plan. Et d'ailleurs, on le voit sur la carte. C'est ce que, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est ce qu'on appelle le Greater Golden Horseshoe. Un très grand secteur, à peu près 120 km du nord au sud, 130 ou 140 km de l'est à l'ouest. Alors, un très grand secteur qui, évidemment, n'inclut pas seulement que le périmètre bâti de la ville de Toronto, construit de de la région de Toronto, mais aussi beaucoup d'espaces à vocation rurale et à vocation touristique entourant ce secteur-là. Dans le secteur en question, il y a plusieurs normes de densité et pour ce qui est des emplois et pour ce qui est des secteurs résidentiels. Euh, Aussi, à l'intérieur du secteur donné, il y a une concentration sur les transports collectifs, surtout sur le transport sur rail, extension du métro à Toronto et extension aussi des services de train de banlieue et aussi, et aussi de trains légers et aussi dans certains secteurs, mise en place de services d'autobus en voie propre. La stratégie de transport est reliée à celle des centres secondaires, c'est-à-dire que la plupart des centres secondaires ont leur transport euh, de haute qualité, là, sur rail ou de transport d'autobus en voie propre. Mais dans le moment, avec l'administration présente au niveau provincial, l'accent est revenu dans une certaine mesure sur la construction des autoroutes. On pourra peut-être en parler plus tard. Alors, première question. Pourquoi l'adhésion? Qu'est-ce qui explique l'adhésion des administrations régionales et locales au plan en question? Parce qu'on pourrait s'attendre que lorsque vous avez un plan qui est imposé par l'administration provinciale, les municipalités vont résister parce que les municipalités perdent une certaine proportion de leur pouvoir ou de leur marge de manœuvre. Mais l'adhésion des administrations municipales peut être reliée au fait que la population, en général, appuie les objectifs environnementaux de A Place to Go. Aussi, il y a l'avantage pour ces administrations-là qui sont reliées à l'amélioration des transports collectifs et aussi, je dirais même peut-être surtout, à la création des centres secondaires. Parce que le centre secondaire permet à une municipalité d'attirer de l'habitation à haute densité, en gros des tours de condos. D'ailleurs, on voit le cas de Mississauga en bas ici, avec les tours de condos qui ont été construites, mais aussi ça permet aux municipalités de tenter d'attirer des édifices de bureaux de catégorie A, ce que les municipalités ne pourraient pas faire autrement. Alors, il y a de clairs avantages sur le plan fiscal pour les municipalités d'avoir un Urban Growth Center ou un centre secondaire. Et puis, vous avez la même chose ici dans le centre-ville de Kitchener. Vous avez des nouveaux édifices qui ont été construits parce que le centre-ville de Kitchener est aussi un centre, un Urban Growth Center. Maintenant, pour ce qui est de la tension entre secteur urbain et secteur à vocation rurale, dès le départ, et puis j'ai parlé tantôt que j'ai participé au panel qui a formulé les objectifs du plan. Puis dans le panel en question, il y avait des gens qui provenaient des secteurs ruraux et des secteurs à vocation touristique, et la majorité provenait des secteurs urbains. Et puis, il y avait une différence, il y avait une importante différence dans les débats entre les positions qui étaient prises entre les deux groupes. Dans le cas des groupes qui provenaient des secteurs ruraux et des secteurs à vocation touristique, on parlait de développement économique, alors que les autres participants au panel, les autres membres du panel parlaient des problèmes de congestion routière, des problèmes de transport en commun et des problèmes de densité urbaine. Alors, cette division-là entre les perspectives au niveau du plan métropolitain sont demeurées jusqu'à maintenant, ce qui a fait en sorte que le gouvernement provincial a dû faire des ajustements pour le secteur au nord ici, le comté de Simcoe, qui est probablement l'équivalent des Laurentides par rapport à Montréal, qui est un secteur en grande partie villégiature, qui disait tout simplement, écoutez, vos objectifs en matière de densité, ça n'a aucun sens pour nous. On est dans un secteur rural. Vos objectifs en matière de transport en commun non plus n'ont aucun sens pour nous parce qu'on est dans une situation où vous avez un autobus qui passe à tous les jours. Vous avez un autobus par jour qui va passer. Alors, parler de secteur de transport collectif de haute capacité, c'est absolument aucun sens. On n'a tout simplement pas la population. La population est beaucoup trop dispersée. Alors, on a fait des ajustements au plan
pour prendre en considération, pour considérer les différentes circonstances de ce secteur-là et aussi de d'autres secteurs périphériques. Maintenant, comparaison entre la région de Montréal et celle de Toronto. Il y a des différences quant aux tendances de développement et aussi quant à la distribution de la densité. J'ai fait une recherche sur la distribution de la densité, je pense que c'était parmi les régions métropolitaines au Canada. Et puis, la recherche a été faite à partir des données de recensement de 2006. Alors, c'est des données qui sont datées, mais ça peut quand même nous permettre de voir la différence entre les deux régions métropolitaines parce que je ne pense pas qu'il y ait eu tant de différence pour ce qui est de l'évolution depuis ce temps-là entre les deux régions métropolitaines. Je regrette de ne pas avoir fait les études pour la présentation en question, mais la raison pour laquelle, c'est que ça prend énormément de temps pour le faire parce qu'on parle de densité nette, pas de densité brute. Alors, on parle de densité seulement de secteurs construits et non des autres secteurs. Et ce qui fait en sorte que ça prend beaucoup plus de temps de le faire sur les sites. Alors, pour ce qui est de Montréal, à Montréal, il y a une plus forte densité dans les quartiers centraux. Les triplex montréalais en sont responsables, et aussi dans la première couronne de banlieue à Montréal. Les édifices, les édifices d'appartements de 4 ou 5 étages qu'on trouve en banlieue, et puis les duplex en banlieue aussi, ont un impact. Mais à Toronto, Toronto a une beaucoup plus forte densité au centre-ville comme tel et dans les différentes couronnes extérieures. Et ça, c'est important. Ce que ça veut dire, c'est que l'urbanisation qui se produit à Toronto dans les secteurs extérieurs se fait à beaucoup plus forte densité que ce qui se fait en comparaison à Montréal. Alors, les facteurs expliquant les plus faibles densités dans la région de Montréal pour ce qui est des couronnes extérieures, ben, c'est possiblement parce qu'il y a moins de mesures contraignantes contrôlant l'étalement, parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a des objectifs quant à la densité qui doivent être respectés dans le plan Place to Grow. À Montréal, le zonage agricole est peut-être un petit peu plus flexible par rapport aux possibilités de développement urbain. Le prix inférieur des terrains, donc les prix sont beaucoup plus élevés à Toronto et ça, en soi, va faire en sorte que la densité, il faut avoir des pressions pour avoir plus de densité. Et aussi une question de fragmentation de l'administration locale. Il y a beaucoup plus d'administration locale à Montréal, alors c'est beaucoup plus difficile de coordonner l'aménagement que c'est le cas à Toronto. Mais il y a aussi probablement un autre facteur, et je vais terminer avec ce facteur-là. C'est un facteur qui a trait aux infrastructures. Lorsqu'on parle du rapport entre les infrastructures et la densité et l'aménagement urbain, on pense surtout au transport. Alors, on se dit, bon, ben, une ville comme Los Angeles, il y a beaucoup plus d'autoroutes, va avoir une densité plus faible qu'une autre région métropolitaine comme New York, par exemple, il y a beaucoup plus de transport collectif, va avoir une densité plus forte. C'est vrai dans les secteurs centraux, c'est pas vrai dans la région métropolitaine en entier, dans les deux cas. Los Angeles a une densité de population plus forte que New York, en tout cas. Mais il y a d'autres infrastructures qui peuvent aussi avoir un rôle à jouer là-dedans et sont les infrastructures qui sont reliées à l'eau. Comme Montréal, il y a de l'eau. Montréal étant un archipel, il y a de l'eau un peu partout. Alors, lorsqu'on regarde où sont situées les usines de traitement des eaux usées, on voit par exemple qu'à Montréal, c'est sur le long de la rivière des Mille-Îles, du fleuve Saint-Laurent, et aussi il y a d'autres sites environnementaux. Ce qui fait en sorte qu'une municipalité peut construire son usine de traitement des eaux, la même chose pour l'aqueduc, et puis aller de l'avant avec son développement à partir de ça, construire des tuyaux, et puis un développement qui est situé à partir de ça. Alors qu'à Toronto, pour le secteur qu'on bâtit centré sur Toronto comme tel, à peu près toutes les usines de traitement des eaux usées sont sur les rives du lac Ontario. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la croissance urbaine doit nécessairement suivre les tuyaux qui sont construits vers le nord. Alors, il n'y a pas de développement à la saute-mouton à Toronto de ce fait-là, parce que tant que le tuyau n'est pas construit, il ne peut pas y avoir de développement. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis j'ai hâte d'entendre les autres présentations. Merci beaucoup, M. Filion, pour avoir mis la table. C'est très intéressant d'avoir cette perspective-là, cette comparaison-là. Je me permettrai peut-être
de souligner deux, trois choses que j'ai notées. Ben, d'une part, donc, un plan qui fonctionne en termes d'adhésion populaire ou même d'adhésion locale. Entre autres, parce que les gens comprennent les liens, que vous avez parlé des liens entre l'environnement et l'aménagement, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs qu'on peut appeler environnementaux, comme la ceinture verte. Ça, c'est quelque chose que tout un chacun, on peut bien saisir. Donc, ça nous permet de mieux adhérer à l'objectif qui, en fait, demeure un plan d'aménagement. Mais donc, je veux juste rappeler que les liens sont très forts entre l'aménagement du territoire et les questions environnementales qui sont de plus en plus saillantes pour nos populations à Laurentides, mais en général au Québec. D'autre part, une clé, parce que souvent, on rentre dans le cliché de si on veut planifier, si on veut urbaniser, c'est tout pour le centre d'une région métropolitaine, mais c'était très clair, je vous l'avais présenté, les différentes centralités qui ont accès chacun à leur pôle de développement. Chez nous, on parle beaucoup des TOD au Québec, dans la région de Montréal, les Transit Oriented Development, c'est assez similaire si on va à Toronto. Mais quand même, c'est donc dire que l'opposition n'est pas si réelle dans le plan. Puis finalement, la question du nombre de municipalités, c'est intéressant à souligner parce qu'on est dans une discussion, comme on l'a dit, très large sur le cadre de l'aménagement. Donc, il y a eu ces discussions-là au Québec dans le passé. Est-ce qu'on a le bon nombre de municipalités, le bon nombre d'élus, ces choses-là? Mais c'est des choses qui peuvent revenir sur la table également. Alors, c'était mes points à moi, tout simplement. Mais on pourra en discuter un peu plus loin si ça vous inspire. Je vais maintenant vous présenter Catherine Marcotti. Alors, bonjour Catherine. Catherine Marcotti est urbaniste et elle occupe le poste de coordonnatrice de l'aménagement du territoire et de l'environnement à la MRC de Thérèse de Blainville depuis 3 ans. Ayant plus de 15 ans d'expérience dans le milieu municipal, tant à l'échelle régionale que locale, elle a acquis une expérience diversifiée, notamment à titre d'expert conseil en aménagement du territoire, ainsi que de coordonnatrice de projet. Alors, je pense qu'on va s'approcher un petit peu plus du terrain des Laurentides, même si la perspective était utile au départ de Toronto. Catherine, la parole serait à toi. Bonjour, tout le monde m'entend bien? Ça va très bien. Parfait. Merci pour la présentation. J'ai apprécié beaucoup la présentation précédente. En fait, pour ma part, je vais vous faire un peu le portrait de la MRC de Thérèse de Blainville dans le contexte des Laurentides, mais également un peu dans le contexte d'aménagement du territoire des MRC, aussi en lien avec la stratégie nationale sur laquelle la conversation aujourd'hui a lieu. Donc, la MRC de Thérèse de Blainville est située dans les Laurentides, au sud des Laurentides. Elle fait partie aussi de la CMM, tout comme deux autres MRC des Laurentides, mais en fait, la MRC de Montagne et la ville de Mirabel qui a les compétences d'une MRC. Les Laurentides, c'est quand même un assez vaste territoire. C'est 20 546 km², c'est 611 000 habitants, c'est de la population au kilomètre carré, donc 28,8 habitants par kilomètre carré. Donc, pour le Québec, c'est une densité quand même qui n'est pas si mal en termes de densité pour les régions du Québec. Pour ce qui est de la MRC de Thérèse de Blainville, bien, en superficie, c'est la plus petite des Laurentides avec 207 km². Quand on pense à la MRC d'Antoine Labelle, elle qui fait 14 794 km², donc qui fait plus de 71 fois la superficie de la MRC de Thérèse de Blainville. La MRC de Thérèse de Blainville est toute petite, mais c'est à la fois la plus populeuse, la MRC de Thérèse de Blainville. Donc, cela fait en sorte qu'elle est également la plus dense en population pour 775 habitants au kilomètre carré. Si on fait un comparatif avec Antoine Labelle, c'est 2,4 habitants au kilomètre carré. C'est certain, on l'a mentionné tout à l'heure, entre Antoine Labelle, la MRC de Thérèse de Blainville, il y a des différences, mais il y a quand même des enjeux communs. Puis dans la stratégie, ces enjeux communs-là vont être bons à prendre, mais aussi les particularités vont être bons aussi à prendre en considération. Pour la MRC de Thérèse de Blainville, c'est 7 municipalités, dont la plus populeuse, c'est celle de Blainville. Aussi, la plus grande en superficie, c'est la municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines qui a quand même une grande zone agricole. Parce qu'on pense souvent que la MRC de Thérèse de Blainville, c'est très urbain. Oui, ça l'est, mais il y a quand même une grande part de territoire agricole. La MRC de Thérèse de Blainville, elle est très populeuse parce qu'elle a eu une grande croissance dans les dernières années. Ça va peut-être ralentir, c'est porté à ralentir dans les années qui vont suivre, puisqu'il y a moins d'espace aussi pour
pour aménager d'autres habitations, etc. Donc, la MRC, quand même, pourquoi cette croissance-là qui a eu lieu dans les années précédentes? Bien, elle a quand même une situation géographique stratégique. Elle est traversée par l'autoroute 15, l'autoroute 13, d'est en ouest aussi par l'autoroute 640. Il y a le corridor de l'autoroute 19 là, qui est un prolongement, qui va être en prolongement jusqu'à Bois-des-Filions, qui se continue avec la route 335. On a également la route 117, là, le boulevard Curé-Labelle qui est là. Donc, il y a beaucoup d'infrastructures de transport qui la traversent. Mais il y a également des infrastructures de transport collectif, notamment les gares de train de banlieue qui sont situées à Blainville, à Rosemère, Sainte-Thérèse. Il y en a même une de projetée à Boisbriand. Et il y a également un stationnement incitatif projeté à Bois-des-Filions qui vient dans la poursuite, le prolongement de l'autoroute 19. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, ces endroits-là sont aménagés pour des TOD, donc Transport Oriented Development, orientés vers leur transport collectif, actif, mais aussi pour y mettre une densité de population et des services multiples à la population. En termes, bon, il y en a qui se connaissent mieux en aménagement du territoire et comment fonctionne l'aménagement du territoire au Québec. Il y en a moins. Alors, je vais essayer d'être brève. L'aménagement du territoire pour une MRC, la loi de l'aménagement et l'urbanisme demande aux MRC d'adopter un schéma d'aménagement et de développement et de le garder en vigueur. Ce schéma d'aménagement-là a une vision, des grandes orientations, des objectifs, des grandes affectations du territoire qui un peu découpe en activités ce qui devrait être sur le territoire, mais ça, c'est de façon régionale. De façon régionale dans le sens de MRC, pour le territoire d'une MRC. Il y a aussi le document complémentaire qui accompagne le schéma. Et ce document complémentaire-là indique les règles minimales que les villes doivent respecter. Parce qu'en fait, au Québec, habituellement, il y a 3 paliers, disons, d'aménagement du territoire. Il y a le gouvernement, il y a les MRC et les municipalités. Pour la MRC, Thérèse de Blainville, elle a en plus comme un 4e palier qui est la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, pour essayer de faire ça de façon un peu succincte, quand on regarde le schéma là, à droite, c'est sûr que les plans d'urbanisme des villes, leur règlement doit être conforme aux orientations du schéma. Et le schéma d'aménagement, lui, doit être conforme aux orientations gouvernementales, bien sûr, mais également, dans le cas des MRC situés dans une communauté métropolitaine, aussi au plan métropolitain d'aménagement et de développement. Ce schéma-là, comme on l'a mentionné, il indique un peu les orientations que les villes doivent prendre. Puis les MRC, dans leur rôle en aménagement du territoire, c'est un rôle d'interlocuteur et de négociation pour représenter les villes qui la composent auprès des ministères, ses mandataires, de la communauté métropolitaine et des MRC voisines, tout ça dans un respect des échelles de planification. Donc, pour un peu montrer les aspects d'aménagement du territoire en lien avec la MRC de Thérèse de Blainville, on a des grandes affectations là, qui déterminent un peu les grandes activités sur le territoire. On peut voir au centre, le périmètre urbain, c'est là où on va concentrer les activités urbaines, que ce soit les commerces, les habitations, etc. Pour la MRC, c'est un périmètre urbain qui est assez concentré, des périmètres de plusieurs villes, à l'exception de Sainte-Anne-des-Plaines, qui quand même son périmètre urbain est plus décentré. La MRC de Thérèse de Blainville, c'est quand même 53% du territoire qui est en zone agricole. Sa fonction dominante qu'on voit plus dans les périmètres urbains, c'est la fonction résidentielle. Puis au pourtour de cette fonction résidentielle-là, on trouve quand même beaucoup d'espaces verts qui sont en périphérie. Et pour ce qui est des mixités des usages, commercial et résidentiel, ainsi que tout ce qui est industriel, multifonctionnel, commercial, c'est surtout aux abords des grands axes routiers, comme dans plusieurs autres territoires au Québec et ailleurs dans le monde. Mais quand on parle d'aménagement du territoire, on parle également de tout ce qui est l'immobilier. Donc, pour la MRC, cette typologie de logement est notamment, 59% que c'est du unifamilial.
On a quand même du 13 en bifamilial, puis on a un 28 en multifamilial, ce qui est quand même bien avec les années. On peut voir entre 2001 et 2016, il y a eu quand même une augmentation du multilogement, ce qui a permis aussi d'atteindre des cibles de densité. Une particularité pour la MRC de Thérèse de Blainville, c'est que c'est une MRC avec un parc immobilier jeune, plus de 63 des constructions qui ont été faites avant 1980. Donc ça, d'une part, ça démontre aussi l'importance de conserver son patrimoine, mais aussi quand on parle de redéveloppement de certains espaces, par exemple, de devoir démolir une construction pour en construire une autre, bien c'est plus difficile quand le parc de construction est quand même relativement jeune. En aménagement du territoire, les dossiers ne sont pas seulement juste en aménagement du territoire pur. Il y a quand même, c'est multidisciplinaire. On disait tout à l'heure que bon, l'environnement est très important également. Donc, à la MRC, il y a aussi d'autres outils de planification qu'on a en plus du schéma d'aménagement. Il y a le plan de développement de la zone agricole qui permet la mise en valeur de la zone agricole du territoire. On a aussi des dossiers de mise en valeur du patrimoine. Où il y a aussi le plan régional des milieux humides et hydriques. Ça, c'est une obligation de la MRC d'adopter ces plans. Il y a le plan d'adaptation d'intégration au changement climatique qu'on est en élaboration à la MRC. Les changements climatiques, il va falloir en tenir compte dans nos planifications futures. Ça va être très important. Puis il y a aussi des dossiers dont la zone inondable et j'en passe. Donc, vraiment pluridisciplinaire. Donc, c'est toute une approche qui devait être holistique en aménagement du territoire. Puis des fois, ce n'est pas toujours facile à effectuer puisque quelquefois, c'est fait en silo. Pour la MRC de Thérèse de Blainville, c'est une MRC qui est quand même densément peuplée, qui reste moins d'espace, disons, à l'urbanisation optimale, ce qui signifie un peu les terrains vacants ou les terrains qui seraient dus à une requalification ou un redéveloppement. Je prends par exemple le stationnement d'un grand centre d'achat qui pourrait y avoir des habitations qui soient effectuées dessus. Mais pour nous, c'est comment aménager ces espaces-là tout en respectant une densité minimale d'aménagement, en assurant une mobilité durable, en assurant la mise en valeur, la protection des milieux naturels, puis des immeubles patrimoniaux ou le patrimoine naturel en général. Aussi, assurer la protection et la mise en valeur du territoire agricole, l'optimisation des infrastructures, que ce soit des infrastructures de transport, d'égouts, d'aqueducs, puis d'assurer que les villes, malgré tout ça, gardent une certaine rentabilité et qu'il n'y ait pas quand même trop de taxes imposées à leurs citoyens. Donc, avec ces défis que la MRC a, c'est totalement en lien avec les axes de la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Quand on parle de gouvernance, de croissance urbaine, des milieux de vie, les finances, la fiscalité, même la ruralité, parce que Saint-Anne-des-Plaines est considérée quand même dans la région de la CMM comme étant une municipalité rurale, parce qu'elle aussi, son dynamisme, s'assurer de garder des épiceries, des commerces de services de proximité pour ses citoyens, c'est quand même un enjeu comme d'autres municipalités qu'on va penser beaucoup plus rurales. Donc maintenant, pour ces défis à la MRC, c'est de maintenir une qualité de vie, un cadre naturel, la mobilité des personnes et des biens, la densification d'espace pour l'accueil de la population, conserver sa multifonctionnalité, ses attraits, puis maintenir une vitalité économique. Donc, ces beaux enjeux-là viennent en lien avec, oui, les axes de la stratégie nationale. Donc, de notre côté, on espère que cette stratégie nationale-là va avoir quand même une pensée qui est holistique. C'est sûr que si je prends mes collègues en aménagement du territoire des autres MRC ou des municipalités, il y a des questions qui se posent à savoir comment cela va se faire. Puis, mais moi, aujourd'hui, c'était plus pour présenter les enjeux. Je n'ai pas de réponse à toutes ces questions. Puis là-dessus, moi, plus tard, j'aimerais ça vous entendre parler là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Puis merci donc pour celles et ceux qui sont moins familiers, de bien nous expliquer la nature des outils qui servent les villes en urbanisme. Je pense que les défis que tu présentes, s'ils sont très saillants chez vous, ils sont présents partout. Dans mes mots, c'est ceux d'un territoire qui est fini, qui a ses limites à
ce qu'on peut urbaniser, d'autant plus avec la compréhension qu'on a aujourd'hui de la valeur du milieu naturel, puis les enjeux environnementaux là, liés à l'étalement urbain. Donc, puis je me permettrais peut-être de mettre en perspective une chose que tu as dite, puis que par rapport à la présentation de M. Filion, tu as parlé du rôle des MRC, qui est celui d'être l'interlocuteur des villes, là, si je te cite bien, dans les enjeux d'aménagement et qui, donc, ensemble, toutes les municipalités là, de la MRC construisent un schéma. Puis on a bien vu qu'à Toronto, c'était un plan provincial qui a été imposé ou en tout cas donné à la région torontoise. Fait qu'il y a cette question-là qui nous préoccupe dans la stratégie nationale. Puis c'est ça que c'était ton mot de la fin, là, de comment on peut avoir une pensée globale, puis prendre en compte les défis de chacun des milieux, arriver vers des orientations communes, mais qui s'appliquent bien sur le territoire. Puis on reviendra dans la période de questions là, sur. Moi, j'ai plein de questions qui me viennent en tête, là, justement, des liens entre le territoire qui finalement est largement agricole, même si on pense que c'est très urbanisé. Puis voilà, le parc qui est très unifamilial pour l'instant, mais est-ce que ça fonctionne avec la démographie qui nous est attendue dans les prochaines années et décennies? Enfin, on y reviendra à la période de questions. Pour notre troisième intervention, nous allons accueillir Véronique Ware, et qui, Véronique, va nous présenter, je vais d'abord la présenter, mais qui va nous amener une perspective de l'implication citoyenne dans les enjeux d'aménagement du territoire. Alors, je la présente. D'abord, bonjour Véronique. Véronique Ware est une citoyenne impliquée au sein de sa région. L'environnement, l'éducation et la justice sociale l'animent dans le cadre de ses différentes fonctions et implications, notamment comme professeure au Centre collégial de Mont-Laurier et présidente du comité jeunesse AD Vision de la MRC d'Antoine Labelle. Elle se présente d'ailleurs pour être élue municipale aux prochaines élections en novembre prochain. Alors, Véronique, la parole est à toi. Merci, Philippe. Je veux juste savoir, est-ce que tu vois bien ma projection sans les Là, on notes? a un zoom sur... on ne voit pas vraiment bien. Ah, là, comme ça va mieux. Voilà. Moi, pour moi, ça Est-ce que fonctionne. ça va comme ça? Oui. On le voit plein écran sans mes C'est notes? très bien plein écran. Parfait, merci. Donc, bonjour tout le monde. En fait, je tiens à vous préciser qu'habituellement, je suis plutôt habituée de m'adresser à un groupe de cégepiens, de leur parler de Victor Hugo, de Naomi Fontaine. Je ne suis pas du tout une spécialiste du territoire, quoique c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas non plus ici à titre de représentante de la MRC d'Antoine Labelle ni de la ville de Mont-Laurier. En fait, on m'a demandé de vous parler de participation citoyenne, donc comment la favoriser, tout ça. Puis en même temps, de parler d'une MRC qui est plus au nord dans les Laurentides, en fait, celle qui est plus au nord, c'est-à-dire la MRC d'Antoine Labelle. Alors, rapidement, en chiffres comme ça, la MRC d'Antoine Labelle occupe 72% environ là, du territoire des Laurentides et la MRC en elle-même, elle est composée de 62% de territoire non organisé. Donc, quand même, une grande portion du territoire, justement, qui n'est pas de municipalité ou de ville. Et on compte 4500 lacs et rivières. Là, je me suis amusée à faire un petit calcul mathématique. Là, ça donne à peu près un lac ou une rivière pour 8 Antoine Labellois ou Antoine Labelloise. Donc, on constate que c'est un territoire, bon, oui, où il y a beaucoup de lacs et rivières, qu'il y a aussi beaucoup de forêts. Je vais vous parler de participation citoyenne. Comme je vous disais tantôt, je vais aussi faire des ponts avec le patrimoine, le paysage culturel, le tourisme, le loisir, en fait, les loisirs et l'industrie forestière. J'ai fait beaucoup de recherches là, en vue de cette présentation-là et je suis tombée sur cette image d'archive, donc qui, en fait, qui représente Mont-Laurier en 1922. Là, ceux qui sont déjà venus ici dans la cathédrale Notre-Dame-de-Fourrière, dans le haut à gauche, simplement pour rappeler que la région, si elle s'est développée, c'est surtout grâce à l'industrie forestière, donc à l'exploitation forestière, on le voit bien ici. Et même 100 ans plus tard, en 2021, on peut dire que notre région est encore fortement dépendante là, au niveau économique, entre autres, là, de cette industrie-là. Donc, je trouvais ça aussi intéressant de constater à quel point, en 100 ans, tout peut changer. Alors, comment favoriser la participation citoyenne? Le premier élément, puis là, ici, c'est vraiment mon humble point de vue, c'est de réussir à développer d'abord un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance par rapport à la population et à son territoire. Donc, ça, c'est un travail, à mon avis, qui se fait sur le long terme. Et il y a une phrase que j'ai lue récemment qui m'a marquée, qui est la suivante, c'est « On aime ce qu'on connaît et on protège ce qu'on aime ». Et je pense que pour réussir à développer une fierté, un sentiment d'appartenance, il faut vraiment rendre accessible notre territoire. Comment le faire? Toujours de mon humble point de vue, mais je pense que le patrimoine puis ce qu'on appelle les paysages culturels peuvent y participer.
donc à faire connaître son territoire. Je vais vous donner un exemple précis là, dans le cas de la MRC d'Antoine Labelle qui a mis en œuvre d'abord une consultation citoyenne en partenariat avec Zone Emploi, donc ils ont fait affaire avec Usages Régionaux, qui est une firme spécialisée dans ce qu'on appelle le marketing territorial. Et ce qu'ils voulaient faire, en fait, 2 objectifs. Premier objectif, c'est un peu une campagne de séduction, d'attractivité pour attirer de nouveaux habitants dans la région Antoine Labelle. Et deuxième objectif, puis c'est là où ça rejoint un petit peu ce que je veux vous dire, c'est qu'il y avait l'idée de développer un sentiment de fierté chez les personnes qui habitent déjà la MRC d'Antoine Labelle. Tout ça a commencé avec des consultations citoyennes, puis là, vous vous doutez bien, consultations auxquelles j'ai participé avec grand enthousiasme. Puis ça, je le souligne, c'est un bon coup, c'est des consultations citoyennes qui, à mon avis, ont été faites avec un grand professionnalisme, avec une belle convivialité, puis on sentait que les points qu'on amenait débouchait aussi à quelque chose d'intéressant. Et ce quelque chose d'intéressant, c'est la marque territoriale, l'autre Laurentine, qui est un site Internet, une page Facebook, bientôt des produits dérivés. Page Internet où on retrouve des balados, des vidéos, des récits qui mettent en valeur le territoire et ses habitants. Il y a la vidéo ici que je ne vous passerai pas par souci de concision, mais si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir ça. Comme je vous dis, ça met vraiment en valeur notre région au niveau du paysage, mais aussi au niveau de ses habitants. Autre façon de susciter le sentiment de fierté et d'appartenance, toujours dans l'objectif que les citoyens s'impliquent dans leur développement régional. Je pense que ça peut passer par le tourisme, par le loisir, dans l'idée où on veut partager le territoire et y avoir accès. Donc, dans la région, on a 3 parcs régionaux, Poisson Blanc, qui date de 2008, la Montagne du Diable, 2012, et le parc régional Kanika, 2013. Pourquoi est-ce que je vous nomme ces dates-là? C'est ce qu'il faut savoir, c'est que la région, entre 2007 et 2012, on a connu une crise forestière qui s'est traduite aussi par une crise économique. 80% de notre économie dépendait de l'industrie forestière. Et là, on s'est dit, il faudrait peut-être diversifier ça un peu parce que là, quand ça va mal, ça va mal. Donc, création de parcs régionaux. Et ce que je trouve intéressant aussi avec la création de ces parcs régionaux-là, qui, oui, protègent le territoire et le rendent accessible, c'est que souvent, ça vient d'une initiative citoyenne. Par exemple, le parc régional à Montagne du Diable, c'est des gens qui allaient déjà profiter de ce territoire-là et qui avaient envie de le partager, de le protéger, et ensuite, qui sont allés se chercher les alliés gouvernementaux, là, si on peut dire, pour rendre ça encore plus concret. Ensuite, deuxième chose pour créer, comment je dirais ça, susciter une implication citoyenne, je pense qu'il faut créer des lieux de consultation sincères. Par exemple, je vous donne le cas de l'industrie forestière ici dans la région, comme je vous disais, qui est un domaine vraiment important. Et je pense que vous vous doutez bien là, des défis qu'on peut rencontrer quand on parle de l'industrie forestière, puis des consultations publiques qui sont faites. Et on parle d'impact sur la biodiversité. Dans notre cas, dans la MRC d'Antoine Labelle, ce qu'on retrouve comme problème de plus en plus, c'est en fait les coupes forestières qui se rapprochent des lieux habités, des lieux de villégiature. On a un fort achalandage du transport routier, donc qui pose des questions d'entretien des routes, mais aussi de la sécurité routière, du partage des routes, en fait. Une dépendance économique, on n'est pas sorti encore de cette dépendance-là. Ce qu'on constate aussi, c'est que dans la région, la récolte se fait ici, mais la transformation se fait à l'extérieur. Je sais qu'il y a des projets qui se font dans la région, là, qui sont en développement pour justement qu'il y ait plus de transformation qui se fasse ici même. Et vous en doutez bien, il y a un difficile équilibre entre les besoins économiques et la préservation. Puis, je vous dirais rapidement comme ça, je vous rappelle toujours ici, c'est mon humble avis, un manque de réelle consultation citoyenne, puis ce qui entraîne aussi une certaine perte de confiance. Je vais vous donner un exemple très concret, le cas de la municipalité de Chute-Saint-Philippe. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est passé il y a quelques semaines au téléjournal à Radio-Canada. Donc, à Chute-Saint-Philippe, on a des citoyens qui ont développé des sentiers nature et la municipalité, depuis 2 ans, elle investit environ 400 000 $ dans ces sentiers. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Il va y avoir des coupes forestières dans le secteur où, en fait, une partie des sentiers nature. Donc, là, mobilisation citoyenne, conseil municipal qui s'en mêle, discussion avec le ministère, mais on sent qu'il y a un manque de communication, un manque de consultation par rapport à ça, entre autres. Ensuite, deuxième partie à mes présentations, vous m'excuserez, j'essaie
d'aller rapidement. J'avais tellement de choses, tellement de sujets dont j'aurais voulu parler. Donc, je me concentre sur mon deuxième volet, peut-être qui explique un peu ma présence ici. Petite expérience de mon premier périple en tant que citoyenne impliquée. Je vous présente ici, là, je me concentre sur Mont-Laurier. Je vous présente ici une vue aérienne de Mont-Laurier où on voit mon cégep, où je travaille, mon cégep. Le lieu où je travaille, le pôle du savoir et de la recherche qui est ici, et le centre-ville de Mont-Laurier qui est ici. Et moi, je vous le confie, j'ai toujours eu comme rêve que le cégep soit au centre-ville pour que je puisse aller faire mes courses à pied, profiter des restos, du parc, etc. Mais on m'a rapidement fait comprendre que je rêvais un petit peu en couleur. Cependant, je savais que l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'UQAC, cherchait à s'établir, donc à construire un édifice à Mont-Laurier. Et là, je me suis dit, c'est ma chance, ça ne sera peut-être pas le cégep au centre-ville, mais ça pourrait être l'université. Donc là, il se crée une espèce de contexte favorable à l'émergence de mon rêve. On veut revitaliser le centre-ville de Mont-Laurier. Il y a des consultations citoyennes qui se passent dans le cadre du plan stratégique de la ville de Mont-Laurier, évidemment, auquel je participe. Et pendant l'une desquelles où je lève ma main, puis je me dis, avons-nous pensé à peut-être implanter l'université au centre-ville? Et là, plusieurs personnes, oui, super intéressant. Et un peu malheureusement, d'autres personnes qui avaient peut-être davantage de levier dans ce dossier-là me regardent en me disant, pauvre petite fille, tu rêves en couleur. Et ben là, ça continue comme ça. Il y a des gens qui disent, hey, c'est une bonne idée que tu amènes. Autre consultation publique où encore une fois, je manifeste mon rêve. Et là, ici, pendant cette consultation-là, je reçois vraiment là, plusieurs messages. Le lendemain, là, de gens que je ne connais pas qui me disent, hey, il faut faire quelque chose, c'est une bonne idée, revitalisation du centre-ville, tout ça. Et là, je me lance. Puis là, j'ai peut-être pas l'air de ça en ce moment, mais je suis une personnalité assez timide. Mais j'ai décidé de me lancer parce que c'est quelque chose en quoi je croyais. Donc, j'écris une lettre d'opinion dans le journal local, justement là, pour partager l'idée que j'ai. Bon, tout ça fait son petit bonhomme de chemin. Finalement, ça ne se passera pas, mais je sens quand même que j'ai fait germer une idée. J'ai été écoutée, j'ai rencontré le maire, j'ai rencontré également à l'époque le recteur de l'UQAC qui était M. Martel. Donc, même si mon rêve n'est pas en voie de se concrétiser, je sens que j'ai semé une graine, je sens que j'ai eu l'écoute quand même de personnes importantes dans ce dossier-là. Et pourquoi je m'étais lancée là-dedans? J'ai constaté qu'en fait, les deux conditions que je vous ai énumérées tantôt, être fière de sa région et avoir des lieux de consultation sincères, ces deux conditions-là ont été réunies dans mon cas. Donc, c'est ça qui m'a permis d'avancer dans ce dossier-là. Puis, j'avais envie de résoudre, modestement, là, quelques problèmes que je repérais là, au niveau ici. Vous avez encore une fois une vue aérienne un peu de Mont-Laurier, le centre-ville qui se situe ici. Population vieillissante. Dans un périmètre, là, je vous dirais à peu près de 5 km², on a 6 foyers pour personnes âgées et des logements très peu attrayants. Plus ou moins de dynamisme au centre-ville. Je dis plus ou moins parce que quand même, depuis quelques années, on a des commerçants vraiment qui se réinventent, qui ont une super belle offre commerciale. Mais je trouve qu'il manque un petit plus. Il faudrait les aider. Puis je me disais, mon Dieu, une université, ça fait un rajeunissement démographique. Je voyais des résidences universitaires qu'on pourrait louer aux touristes, là, ceux qui font le petit train du Nord, le parc linéaire, qui pourraient aller dormir dans les résidences universitaires au centre-ville de Mont-Laurier. Après ça, je voyais des coopératives d'habitation verte comme il existe à Petite-Patrie à Montréal. Puis je me dis quand même dans la région, en termes de création de coopératives, on a quand même la CETA, la coopérative de télécommunications. Enfin, bref, les idées germaient. C'est à voir si on pourra les mettre en place. Mais c'est un peu mon périple de participation citoyenne. Et voilà, fait que je trouve ça intéressant de chercher des solutions pour la créer, cette participation citoyenne-là, parce qu'à mon avis, ça peut vraiment amener des changements de paradigme, donc voir des choses différemment. Ici, je pense à mes étudiants au cégep qui me motivent beaucoup, que je trouve franchement inspirants, qui s'impliquent beaucoup dans leur région aussi. La Merci Antoine Labec a créé un comité jeunesse à vision, donc où on fait des recommandations au Conseil des maires, où on crée des projets par et pour les jeunes. Donc, on amène une nouvelle perspective quand même. Et évidemment, mais ça peut aussi amener une vision un peu plus globale et transversale d'avoir les idées des citoyens finalement. Et je voulais simplement terminer, qu'est-ce qui m'a amené un petit peu dans tous ces périples-là? Oui, la fierté, oui, les lieux pour discuter,
mais je vous dirais qu'il y a une phrase, puis là, étant en anglais, je vais la traduire évidemment. Il y a une phrase qui me revient souvent, c'est les arbres sont la réponse. Ça fait un petit peu le pont avec le domaine forestier dans la MRC d'Antoine Labelle. Et une conférence qui a été organisée par Cobali qui s'intitulait « On s'adapte au climat » et où il y avait un professeur de l'UQO qui nous avait dit que la meilleure technologie, elle existait déjà et c'était l'arbre. Donc là, tout est dans tout. La MRC où la foresterie est extrêmement importante et où finalement, l'arbre est probablement la meilleure réponse au changement climatique. Donc voilà, je suis désolée pour le débit très, très rapide. J'espère avoir allumé quelques questions, quelques intérêts. Voilà. C'est très bien, Véronique. Alors, merci beaucoup. Puis, vraiment, on était gâtés aujourd'hui d'avoir, oui, il y a des pouces qui se lèvent. On était gâtés d'avoir 3 échelles, si je dirais, là, de vision sur le territoire, là, donc qui vont un peu couvrir les angles qu'on doit couvrir. Je vais revenir, je vais avoir aussi des questions, des commentaires sur ta présentation, mais alors, je vais juste expliquer pour tout le monde donc, la période de questions, la discussion qui s'ouvre. Alors, on aimerait bien vous entendre à micro ouvert. Donc, je vais privilégier les questions du public que vous nommerez vous-même. Donc, en utilisant effectivement la fonction lever la main, oui, voilà, pour que je vous identifie. Donc, les questions, les commentaires, les réflexions, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses. On veut discuter, bien sûr, de ce que vous avez vu dans les présentations, puis qui est en lien à la fois avec les régions des Laurentides, mais également donc, sur tous les enjeux pertinents là, de la question de la conversation nationale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Voilà. Je vais également essayer de faire un tour de table. Donc, je dirais aux panélistes de prendre des notes sur les questions, puis je vais périodiquement retourner vers vous là, pour donner la chance au plus de gens d'intervenir. Je pense que je vais lancer le bal avec la première question un peu, puis je la lance sans avoir de réponse. Donc, c'est vraiment une question. Une chose que j'ai entendue dans les 3 présentations, c'est donc la définition, la connaissance, la fierté du territoire. J'aurais envie de vous demander, par rapport aux objectifs qu'on souhaite se donner, on a parlé un peu d'environnement, on a parlé de développement immobilier, de touristique. Quelles seraient les données ou les outils ou les connaissances qui nous manquent à la fois aux professionnels, mais également à la population, la connaissance du territoire qui nous manque, qu'on devrait développer un peu plus, là, vraiment je suis vraiment au niveau presque scientifique, si on veut. Là. Qu'est-ce qui nous aiderait à améliorer la façon dont on construit le territoire? Moi, c'est ma question de base. J'en aurai une autre que je relancerai s'il n'y a pas d'intervention. Mais c'est la mienne, puis je vois une main levée, alors on va tout de suite accumuler les questions avant de prendre les réponses des panélistes. Est-ce que Isabelle Sayer voulait donner une question? Oui, merci. Ce qui m'a beaucoup frappé dans les présentations d'aujourd'hui, c'est la question de la densité. Donc, si j'y vais de la fin jusqu'au début, je reprends les propos de Mme Ware quand elle dit « on aime ce qu'on connaît et on protège ce qu'on aime ». Je trouve que souvent, l'impact environnemental le plus fort vient des villes. Puis on a vu aussi dans sa présentation que la région est un peu exploitée en région ressources pour des besoins économiques qui vont se faire transformer et peut-être utiliser à l'extérieur. Donc, je reviendrai peut-être sur la deuxième présentation. Pour la question, vous avez parlé beaucoup d'augmenter la densité, mais je me demandais, quand on est en contexte urbain comme ça, est-ce qu'on va penser à la densité aussi d'autres types de populations, des populations animales, des populations végétales, mycètes? En fait, moi, j'habite Montréal, puis je suis originaire de la MRC Labelle, Antoine Labelle. Puis on parle énormément de mixité sociale, en plus de notre densité qu'on commence à plus maîtriser. Avec notamment la politique 20-20-20, mais aussi des projets d'augmenter la biodiversité, de ramener les rivières en ville. Donc je me demandais si c'est en banlieue, dans le fond, ces questions de densité-là, on les pensait aussi en fonction de la biodiversité, donc en fonction que la densité humaine ne prenne pas tout le reste de l'espace, puis qu'on favorise une densité qui est de mixité sociale, tant au niveau culturel, religieux, pour diminuer la discrimination systémique, mais aussi d'aimer ce qu'on connaît, puis d'apprendre à connaître le monde naturel en le côtoyant.
parce que je pense justement que c'est une richesse qu'on a, M. Filion, vous pourrez commenter par rapport à Toronto. On dirait qu'on mixe les usages aussi à Montréal. Puis moi, je suis allée à Toronto, puis j'ai vu comme aucun arbre dans les rues. J'étais tellement surprise et habituée. Ici, on dirait que oui, peut-être on a vraiment de la difficulté, on fragmente les espaces, on n'a pas de ceinture verte, mais on apprend plus, on dirait, à vivre avec la nature. Merci beaucoup. Très bonne question. Donc, on en a 2 sur la table. Est-ce que les conférenciers, conférencières voulaient essayer? Donc, Pierre, oui. Oui, merci pour cette question qui va vraiment au centre de tous les enjeux par rapport à l'aménagement régional. Dans un premier temps, il y a une opposition entre 2 perspectives environnementales par rapport au milieu urbain. Une, c'est de favoriser la densité et les transports collectifs, mais ceci se fait souvent au détriment des espaces verts et des infrastructures naturelles et des milieux naturels. L'autre perspective, c'est de faire en sorte que les milieux urbains soient beaucoup plus verts et beaucoup plus, il y a une beaucoup plus grande mixité d'espèces végétales et animales, mais ceci se fait habituellement au détriment de la densité humaine, que je pourrais dire. Et dans le moment où on a les 2 courants qui sont constamment en opposition les uns avec les autres, et je ne pense pas qu'on soit arrivé jusqu'à maintenant à une résolution entre les 2 enjeux. Parce que lorsque je vous présentais les différents objectifs, les lignes directrices de A Place to Grow, ce plan-là va surtout dans le sens de la première perspective que j'ai mentionnée, c'est la densité humaine qui se fait souvent au détriment. Lorsque je vous ai montré, par exemple, la photo du centre-ville de Mississauga, il n'y a pas beaucoup d'espace vert dans ce secteur-là. C'est des stationnements, c'est des édifices en hauteur, c'est des choses du genre, et ceci se fait donc au détriment de la densité, que je pourrais dire, du milieu naturel. Un autre point que j'aimerais faire aussi, que j'aimerais mettre de l'avant aussi au sujet de la densité, c'est que même lorsqu'on parle seulement de la densité humaine, on manque souvent le bateau. C'est qu'il y a beaucoup de densité qui est gaspillée dans nos milieux urbains. Si vous avez des secteurs à forte densité qui sont éloignés des commerces de proximité, des services de proximité, qui sont éloignés des transports collectifs, ça ne fonctionne pas, ça ne donne rien d'avoir de la densité dans des secteurs comme ça. C'est qu'on doit aménager la densité avec les autres aspects de l'aménagement urbain qui font en sorte que la densité puisse interagir avec les transports collectifs, avec les milieux, avec les centres-villes, par exemple. C'est le point que Véronique a mis de l'avant. C'est que si la densité ne se trouve pas au centre-ville, si les activités qui rassemblent beaucoup de gens ne se trouvent pas au centre-ville, ben, le centre-ville va souffrir. Merci. Très intéressant. Moi, l'image, c'est vraiment la densité non seulement des résidences pour aînés, qu'elles soient privées ou publiques, souvent, à part les tours de riches où il y a parfois de luxe, j'ai dit de riches, je voulais dire de luxe, là, où il y a quelques commerces au rez-de-chaussée, mais ça arrive à la fois en ruralité comme en banlieue qu'elles sont un peu au milieu de nulle part et difficile pour les aînés de marcher vers les commerces parce qu'il n'y en a pas autour. Catherine et Véronique, est-ce que vous voulez compléter sur les 2 premières questions qui étaient sur la table? Catherine? Bien, en fait, pour répondre aux termes de densité en aménagement du territoire, parce qu'au point de vue de densité comme telle, pousser des espèces, tout ça, on ne le pense pas. On ne le pense pas parce que, c'est peut-être parce que ce n'est pas prévu dans la loi ou dans nos documents, dans nos outils. On a des obligations quand même de densifier en général en aménagement du territoire par rapport on va passer en termes de logement à l'hectare, ce qui est quand même mieux des fois que habitant à l'hectare, parce que quand c'est le logement à l'hectare, on prend un secteur puis on essaie de le densifier. Mais de plus en plus, on commence à prendre en compte, c'est un peu en retard qu'on le prend en compte, mais on prend de plus en plus en compte les milieux naturels. Mais encore là, les milieux naturels restent que c'est pas encore il n'y a pas encore d'obligation ferme ou assez ferme en termes de densité ou en termes de chiffrable, disons, pour dire on va préserver tant de pourcentage ou c'est plus difficile, disons,
à quantifier. J'ajouterais peut-être seulement, entre autres pour la ville de Mont-Laurier, on pourrait penser que la densité, comme on disait tantôt, ça ne touche pas les milieux plus ruraux. Mais moi, je pense, entre autres, il y a un projet de développement économique, entre autres, qui s'en vient dans la région de Mont-Laurier. On parle sur plusieurs années, peut-être 400 emplois de plus créés dans la région. Puis là, moi, la chose que je me dis, c'est super, génial. Comment ces gens-là vont se déplacer et où vont-ils se loger? Comment est-ce qu'on va gérer cette arrivée de nouveaux travailleurs dans la région? Et justement, là, la question de la densité, je pense qu'elle commence à être intéressante, même si on est dans un milieu rural, justement, pour avoir un développement urbain qui se fasse quand même de façon harmonieuse, finalement. Je trouve ça intéressant parce que même dans les petites régions, la question se pose, je pense. Merci. Alors, ce qui était très intéressant dans l'intervention de Catherine, là, puis qui nous amène à la stratégie d'urbanisme, c'est les objectifs, les obligations des municipalités. On nous a dit très clairement, on n'en a pas d'obligation à l'égard de la biodiversité, ce qui ne veut pas dire qu'on ne devrait pas en avoir. Alors, c'est juste une suggestion parce qu'on va aller vers ça ensemble, essayer de trouver une vision commune, puis des objectifs quantifiés pour une nouvelle stratégie, une nouvelle vision du territoire. Je voyais 3 mains levées. Je pense dans l'ordre, on a Pascal, Jocelyn, puis je n'en vois plus d'autres. Alors, je vais y aller comme ça. Pascal. Oui, bonjour. Pascal Bellemare. Je travaille pour la santé publique des Laurentides comme agente de liaison pour des environnements favorables aux saines habitudes de vie. Donc, c'est sûr que je trouve ça intéressant quand on a des discussions comme ça aujourd'hui. Moi, ce que j'ai remarqué beaucoup, là, dans le fond, dans mon accompagnement des municipalités, c'est qu'actuellement, quand on parle de densification, là, il y a justement beaucoup d'endroits qui vont densifier, mais justement, Véronique le mentionnait tantôt, elle, son rêve, c'était de pouvoir marcher pour aller à l'épicerie puis pouvoir aller au travail et tout ça. Mais souvent, on se ramasse plus avec des secteurs qu'on appelle dortoirs. Dans le fond, c'est des endroits où il y a beaucoup de maisons, de condos et tout ça, mais il n'y a aucun autre service qui est offert. Donc, les gens n'ont pas le choix de se déplacer en voiture. Donc, c'est encore beaucoup trop pensé en fonction de les gens ont une voiture puis ils vont se déplacer en voiture. Et ça, malgré le fait qu'ils se situent souvent en plein cœur des villes. Les rues, d'ailleurs, il y a plusieurs rues qui sont réaménagées et ne sont pas pensées en fonction du transport actif. Personnellement, j'ai visité beaucoup de cœurs villageois et de cœurs d'endroits au niveau des villes, des Laurentides. Et j'ai pratiquement pas vu aucun endroit qui était convivial pour les cyclistes autour des gares de train ou autour des terminus d'autobus, ces choses-là. Donc, je trouve que c'est une grande problématique au niveau des Laurentides. Une chose aussi qu'on a comme problématique, je pense, dans les Laurentides, due à la grandeur du territoire, les forêts qu'on a et tout ça, la beauté de notre territoire, c'est au niveau de la densification dans les plus petits villages. Je pense que c'est quelque chose qui va être difficile au niveau de l'acceptabilité sociale, parce que souvent, les gens viennent se réfugier, si on veut, dans les Laurentides pour avoir la paix ou pour être tranquille. Donc, il y a une certaine réticence à la densification du territoire. Merci. Effectivement, gros défi que je savais qu'il arriverait sur la table, la question des nouveaux, des néo-laurentiens. Je ne sais pas si on les appellerait ainsi, donc les gens qui se réfugient à la nature, puis avec toutes sortes d'impacts. Puis donc, à la fois, tu nous parles du transport actif dans les cœurs de village, que tout le monde a mieux compris, je pense, avec la pandémie. Puis à la fois, Véronique nous dit qu'il faut également planifier pour les nouveaux arrivants qui arrivent. Alors là, il y a un défi collectif qui est là. La parole serait à Jocelyn à ce moment-ci. Oui, bonjour. Jocelyn Campeau. Je suis le directeur du service d'aménagement du territoire à la MRC d'Antoine Labelle. Quel heureux hasard. Premièrement, je veux saluer ma collègue Catherine et la féliciter. Belle présentation. M. Filion aussi et particulièrement Véronique. Bravo. Belle présentation de notre MRC. Merci. Tu as fait un beau portrait. Tu as des belles images. Puis, je voulais t'offrir un poste en animation pour nos prochaines consultations publiques, si tu es intéressé.
Écoutez, j'ai pris plusieurs notes dans tout ça. J'aurais plein de choses à rajouter. La question de la densité, évidemment, moi et Catherine, on se connaît, on est dans la même région. On a déjà fait des présentations ensemble dans les congrès des colloques d'aménagistes. Et la particularité qu'on a, c'est qu'on est aux extrémités. Elle a bien présenté le tableau, les différences. Hein. On est la moins forte densité, elle, c'est la plus forte densité. Tu n'es pas allé dans les valeurs, mais au niveau des valeurs foncières, on est aux extrémités aussi. Ce qu'on vit, nous, c'est évidemment, les gens viennent dans la région ici, ce n'est pas nécessairement pour s'établir dans les milieux villageois. Il y a peu de constructions qui se font dans le milieu du village de Lac-Saint-Paul ou de Chute-Saint-Philippe. Les gens cherchent la villégiature, les lacs, les rivières, les montagnes. Évidemment, dans les centres-villes, Mont-Laurier, les grosses villes, oui, il y a de la densification, mais le problème qu'on vit, c'est que les objectifs gouvernementaux nous forcent à densifier, mais comment remplir le périmètre urbain de Mont-Saint-Michel, là, pour ça, en tout cas, c'est un petit village d'à peu près 350 habitants. C'est pas là qu'ils se font les constructions. Les gens viennent ici, ils s'achètent des terres, se construisent. Et lorsqu'on veut tenter de développer ces milieux-là où les gens veulent aller, on est bloqué par les orientations du gouvernement qui disent bien, complétez le village, puis après ça, on verra pour aller plus loin. Un peu comme on fait avec la CMM et les MRC périphériques. Ça, c'est un des enjeux qu'on le vit fréquemment. On nous demande, et pourtant, nos statistiques de construction, là, écoutez, c'est 80-85% des nouvelles constructions se font dans le milieu rural. Donc, ça, c'est ce qu'on a à se battre fréquemment. Au niveau des milieux naturels aussi, on n'en manque pas ici, je vous dirais, là, la densité d'orignaux et de chevreuils est probablement plus élevée que la densité de population. Et là, on a un travail à faire. On doit identifier les milieux humides et hydriques à protéger, à identifier et qu'est-ce qu'on va faire avec. Moi, ma réponse à ça, c'est bon, on va le faire le travail, mais ce n'est pas notre grande priorité parce qu'ici, on n'en manque pas. Puis le jour où quelqu'un va vouloir remplir un milieu humide pour construire un Walmart ou autre chose, là, on va dire ben, il a mal fait son travail. Je comprends que dans les régions plus urbanisées de Montréal, Laval, où tout ça on commence à réaliser qu'on a peut-être été trop loin. Il faut cibler ceux à protéger. Mais dans notre secteur, je pense que c'est un travail qu'on fait, mais qu'on ne juge pas encore nécessaire. Au niveau des services, là, je ne veux pas prendre trop de temps. Là. Au niveau des services des municipalités, les plus petites municipalités, c'est la réalité aussi. Ils n'ont pas les moyens d'offrir les services aux citoyens au niveau des inspecteurs, du contrôle du territoire. Il y en a que c'est un demi-inspecteur par semaine là, qui est là. En tout cas, il est là 2 jours par semaine. Après, il va dans l'autre municipalité. C'est des ressources moins qualifiées, si je pourrais dire, ne sont pas capables de s'offrir des services. Donc, les projets de mise en commun sont de plus en plus populaires. On voit ça au niveau des incendies, sécurité, donc de se doter de ressources efficaces professionnelles. Puis je voulais revenir aussi un petit peu sur l'autre Laurentide. Là, ça a sorti comme marque territoriale, mais quand on participe fréquemment dans des rencontres régionales, et évidemment, quand je suis assis avec Catherine à la même table, on ne vit pas les mêmes enjeux, on partage les mêmes passions, la même passion de l'aménagement du territoire, mais elle va parler de transport en commun. Nous, on parle de transport forestier. Argenteuil parlait problématique à un moment donné d'oléoduc. Ben, nous autres, c'est encore, moi je rigolais en disant, ben, nous autres, c'est des bioducs le problème. C'est le transport des bios sur les chemins municipaux qui brisent. Donc, on se distingue puis on ne vit pas les mêmes choses. Fait qu'à la blague, on se disait déjà que ceux qui connaissent le territoire, en haut de la montée Ryan, là, c'est l'autre Laurentide. Ça, c'est une blague qui est souvent revenue. Je pense qu'on a intérêt quand même à continuer à travailler tous ensemble, la région. La région et même les aménagistes au Québec, les urbanistes, je pense que ce qui est en train de se faire, la stratégie, ce qui est en train de se mettre en place, c'est une très bonne chose. J'espère juste, je ne veux pas tomber dans l'éditorial, j'espère juste qu'on va avoir une belle écoute du gouvernement. Ce n'est pas facile, la cohérence gouvernementale. Nous, on travaille avec plusieurs niveaux de ministères. Oui, il y a le ministère des Affaires municipales, mais chez nous, c'est le ministère des Forêts, il y a la Faune, il y a le ministère de l'Énergie et Ressources naturelles, on a le MAPAC, on en a plusieurs, puis les limites de juridiction des directions régionales se chevauchent. Quand on est une place, là, c'est l'Outaouais, puis quand on tombe avec l'autre ministère, bien là, on est avec Sainte-Thérèse. Ça, on l'a déjà signifié, il y a une grosse incohérence à ce niveau-là et ils ne se parlent pas.
malheureusement, ces gens-là ne se parlent pas. Donc voilà, je ne veux pas aller plus loin. Si des questions, je suis disponible pour répondre, mais je pourrais répondre. Merci, M. Campeau. Moi, je trouve ça intéressant, votre dernier commentaire sur la question de la cohérence gouvernementale. Je pense que ça arrive souvent dans les grandes démarches gouvernementales que ce soit un enjeu de réussir à rendre les politiques transversales. C'était un défi dans un dossier un peu similaire qui était celui de la politique de mobilité durable il y a quelques années. Puis on voit qu'il y a des silos qui se brisent tranquillement, mais c'est évidemment très, très, très long dans les grandes officines gouvernementales. Puis également, je retiens aussi, vous avez posé une question, là, moi, ça me chicote beaucoup des ressources municipales puis des compétences qui sont disponibles. Puis c'est un peu ce que disait également Catherine là, en disant on a des obligations de base. C'est pas parce qu'on est contre la vertu, mais c'est parce qu'on a déjà la loi, le cadre nous impose déjà des certains nombres d'obligations, puis on doit d'abord faire ces services aux citoyens-là tout en assurant un niveau de taxation acceptable. Oui. Alors, je prendrais il y a eu l'intervention de Pascal, la vôtre, je prendrais celle de Samuel. Et après ça, j'irai faire un tour du côté des trois panélistes avant de prendre les deux autres mains levées. Samuel. Oui, merci Philippe. Je suis un peu dans la même situation qu'Isabelle qui a parlé au début. Là. Moi aussi, je viens des Hautes-Laurentides. J'ai habité un certain temps à Québec. J'ai habité un certain temps aussi à Terre-Neuve. Maintenant, j'habite à Montréal, mais bon, je continue à fréquenter le plus souvent possible les Hautes-Laurentides. Puis, tu l'as dit en introduction, je suis d'accord avec ce que M. Campeau vient de dire. Il y a des réalités qui sont très différentes l'une des autres. Mais d'un autre côté, il y a aussi des éléments de convergence où on le voyait dans la présentation de Véronique avec celle de Mme Marcotti, notamment sur le dynamisme économique des centres-villes, des noyaux villageois. Ce défi-là, il est présent partout au Québec, là, offrir des services de proximité aux populations locales, c'est vraiment pas uniquement un enjeu qui est présent à Montréal dans les grands centres. Là. Moi, je le constate bien. Puis on voit que le dynamisme, un certain dynamisme qui est retrouvé à Mont-Laurier suscite une certaine fierté, je crois, Véronique l'a dit. Puis c'est le début de quelque chose, mais on peut aller beaucoup plus loin. Après, il faut réfléchir on est en train d'avoir une conversation sur ce que peut faire le gouvernement du Québec, toute la relation qu'il y a entre le gouvernement, les MRC et les municipalités. Qu'est-ce qui peut être fait là-dedans? Puis, moi, je pense notamment, là, je reviens un peu sur ce que disait Véronique, la localisation des équipements publics, là, des équipements institutionnels notamment. Dans le cas de l'université, il n'y a peut-être pas eu de succès pour l'instant, mais bon, si je prends l'exemple à Saint-Jérôme, à Mont-Laurier, il y a eu une salle de spectacle qui s'est installée au centre-ville, puis qui crée un certain dynamisme, qui crée un certain besoin. Puis pour les restaurateurs, pour les commerçants de proximité, bien, ça fait une clientèle qui leur permet d'assurer une certaine prospérité. Donc, des éléments comme ça structurants que l'État peut jouer. Et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire, beaucoup de gens qui souhaitent qu'on adopte une genre de stratégie de localisation des bâtiments publics. Puis, un autre exemple qu'on a souvent vu là, partout au Québec, c'est les SAQ qui quittent les centralités, là, les centres-villes, puis qui s'en vont en périphérie, sur des boulevards. Les bâtiments publics peuvent jouer le rôle inverse de catalyseur puis contribuer au dynamisme d'un milieu. Donc, moi, j'espère que dans la politique d'aménagement ou la stratégie d'aménagement qui va être adoptée par le gouvernement, il y aura quelque chose là-dessus, là, sur la localisation exemplaire des bâtiments. Peut-être dernier élément sur l'aspect de santé, je pense que c'est Mme Bellemare là, qui l'a mentionné tout à l'heure. Effectivement, on se promène dans les municipalités des Laurentides, là, pas uniquement Mont-Laurier. Disons qu'on n'est pas très bien doté d'infrastructures cyclables utilitaires. Là. On a une magnifique piste cyclable, le Petit Train du Nord, puis vraiment, ceux qui ne l'ont pas essayé, je vous invite à le faire au complet. Partez de Saint-Jérôme, là, puis rendez-vous jusqu'à Mont-Laurier, puis allez visiter ça. Là. C'est magnifique, sauf qu'il en manque dans les villes. Donc ça, pour moi, c'est une priorité tant en matière de santé qu'en matière de
mobilité plus durable et ça peut contribuer même aussi à la prospérité des artères commerciales. Ça a sorti encore récemment, là, TVA Nouvelle. L'installation de pistes cyclables contribuerait à la prospérité des commerces. Donc, voilà, c'est mes quelques commentaires d'anciens Laurier-Montois qui a encore un attachement pour sa ville et pour sa région. Merci, Samuel. Alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires du côté de Pierre, Véronique, Catherine, puis je vais être certain qu'on laisse du temps de parole pour les dernières personnes qui ont la main levée. Donc, sur les dernières interventions qu'on a reçues. Pierre? Oui, sur ce que Pascal Bellemare a dit, je suis complètement d'accord avec elle pour ce qui est des pistes cyclables. Mais je rajouterais aussi les espaces piétonniers. C'est que les TOD sont des désastres dans la plupart des cas pour ce qui est des espaces piétonniers. Parce que les TOD, ça pourrait être des nouveaux centres-villes qu'on pourrait créer autour des TOD, mais du fait du besoin d'assurer l'accès automobile aux stations, ça fait en sorte que ça devient, dans la plupart des cas, il y a des exceptions heureuses, mais dans la plupart des cas, ça devient une espèce d'environnement qui est orienté surtout vers l'automobile. Donc, le potentiel de recréer du développement à forte densité autour des TOD se produit, mais souvent se produit relativement mal. Et puis, je reviens à la question des centres-villes. Les centres-villes, effectivement, les centres-villes traditionnels, comme celui de Mont-Laurier, par exemple, offrent justement ça, offrent un espace piétonnier, qui est diversifié, qui est vivant. Et je trouve que c'est très malheureux qu'on ne profite pas, qu'on n'étende pas, qu'on ne trouve pas des moyens d'accentuer l'activité piétonnière au centre-ville et qu'on ne trouve pas des moyens d'étendre le centre-ville en attirant justement des bâtiments publics, parce que c'est ça le problème. C'est que d'une part, on a des gouvernements qui proposent une centralisation urbaine, et d'autre part, on a des gouvernements qui situent les grands bâtiments publics dans les secteurs périphériques parce que les terrains coûtent moins cher, c'est plus facile de le faire dans ces secteurs-là. Merci. Je vais prendre peut-être les dernières questions, puis je vais aussi souligner qu'il y en a deux que j'ai vu dans l'outil de conversation. Donc, à la fois, il y avait une question spécifique pour M. Filion là, sur les différences pour la région de Simcoe dans le Grand Toronto. Donc, peut-être aussi qu'est-ce qui, dans les Laurentides, pourrait être adaptable dans les différents milieux. Puis également une question de M. Gay sur justement les critères, l'obligation d'imposition sur, par exemple, la protection des milieux naturels. Est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin que ce que la loi nous oblige? Qu'est-ce qui est, en quelque part, ce que je comprends de la question, c'est quoi le frein qui nous empêche de notre propre initiative, je parle des municipalités, de mieux protéger les milieux naturels? D'ailleurs, ces deux questions-là, puis je vais prendre les deux dernières qui seront celles de, je pense que c'est Agnès qui a levé la main en premier, donc Agnès, puis ensuite Réseau Plein Air, je pense que c'est Annick qui est avec nous. Donc, Agnès. Bonjour, merci. Dans le fond, moi, je viens de l'ouest de la région des Laurentides, donc la MRC d'Argenteuil. Mais je suis dans la région des Laurentides depuis plus de 30 ans. J'ai travaillé au niveau de la région, puis par la suite, j'ai aussi travaillé au niveau de la MRC d'Argenteuil. Donc, ce que je constate, c'est qu'un des éléments, et Véronique, je trouvais ça super intéressant, ce que tu disais dans cette notion-là de fierté, d'identité aussi des Laurentides. Je pense que, on est la 4e région la plus importante au Québec, qui a vécu énormément de croissance, puis qui, pour les prochaines années, va aussi vivre beaucoup de croissance. Et donc, mais on n'a pas de médias nationaux, on n'a pas, et souvent, les divers gouvernements, les journalistes ou même les groupes, je pense que même Alliance Ariane n'avait pas identifié les Laurentides comme tournées dès le départ. Donc, la région des Laurentides est souvent oubliée. Je pense que on a un travail d'introspection à faire dans la région des Laurentides à ce niveau-là pour aller chercher. Puis je pense que, M. Cousineau, vous le disiez, là, qu'est-ce qui nous rassemble et pas qu'est-ce qui nous désunit. Et donc là, je pense qu'une de nos grandes forces, c'est la diversité de la région des Laurentides.
Puis ça m'amène, oui, Catherine t'a parlé de la MRC de Sainte-Thérèse de Blainville, hein, c'est ça? Jocelyn t'a parlé d'Antoine Labelle. Moi, j'ai toujours dit depuis 30 ans qu'il y avait 4 sous-régions dans les Laurentides, les Basses, les Moyennes, les Hautes et Argenteuil, qui est tout à fait différent des 3 autres régions. La MRC d'Argenteuil, une MRC qui ressemble beaucoup à celle d'Antoine Labelle, dévitalisée, une MRC de service, parce qu'on n'a pas le choix. Et donc, elle subit depuis quelques années, je dis le mot subit parce que je trouve que Pascal l'a amené un peu, toute cette notion-là de densification du territoire. La MRC est comme Mirabel et comme les Basses-Laurentides parce qu'elle touche à la CMM, donc elle vit depuis des années l'orientation 10, donc l'obligation de densifier son territoire. Et la réaction de la population, elle n'est pas toujours là parce que la vision est plus de dire on va l'habiter, le territoire, mais pas densifier dans les villes. Donc, il y a cet enjeu-là qui n'est pas entre les belles orientations gouvernementales pour éviter l'étalement urbain puis la réalité de la population. Il y a comme une difficulté là, ou une cohésion qui ne se fait pas facilement. Et là, depuis la pandémie, là, la folie du développement résidentiel qui se fait, des néo-laurentiens qui arrivent. Et moi, je le constate depuis des années, les néo-laurentiens qui arrivent, qui ont peur de l'arbre qui va tomber sur la maison, donc coupe les arbres, qui ont acheté sur le bord d'une route en gravier, puis qui est là, ben, ça magane un char, donc il faudrait mettre de l'asphalte. Et donc là, il y a toute l'urbanisation de ces gens-là qui arrivent, puis qui trouvent, ils viennent pour vivre sur le bord de l'eau, mais ils veulent la vue, donc ils coupent toute la forêt. Donc, ça, c'est vraiment une difficulté. Puis là, ça se vit de façon exponentielle depuis 6 mois dans les municipalités parce que là, les gens, ils veulent voir la nature, mais en arrivant, ils ne la respectent pas. Et donc, ça, moi, ça fait des années que je me dis, à un moment donné, il faudrait que les messages passent. Quand on arrive à Rome, on vit comme les Romains. Donc, il y a un peu de ça que moi, je trouve qui est très difficile. Puis les municipalités locales, qui ont souvent les richesses de lacs, cours d'eau et tout ça, n'ont pas toujours les ressources pour dealer avec ça. Et là, on se retrouve avec une philosophie de gérer des infractions, puis ça, c'est vraiment pas le fun. Alors, Jocelyn, tu dis oui, mais c'est ça la réalité. Donc, je trouve qu'il y a comme quelque chose qui manque à ce niveau-là. Puis, pour les plans régionaux des milieux humides et hydriques, Jocelyn, même si tu en as plein de milieux humides, la question n'est pas tant de toutes les protéger, la question est plutôt de savoir lesquels on protège, puis lesquels ils sont exceptionnels. Fait que d'où l'inventaire, à mes yeux. Puis ça, on pourra prendre une bière et s'obstiner longtemps là-dessus, si tu veux. Ça ferait du bien. Peut-être dernier point, parce que je ne veux pas moi non plus prendre toute la place, mais depuis 2-3 ans, j'ai décidé que j'avais une bataille à faire. C'est celle des solutions nature. On a souvent, moi, au cours des 30 ans, là, ma carrière, je l'ai faite en environnement. Il y a eu les pluies acides, il y a eu toute une série, là, toutes sortes d'enjeux environnementaux là, qui étaient à la mode. Aujourd'hui, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Puis, à aucun moment dans tous ces enjeux-là environnementaux, je dénigre l'importance et la pertinence et l'enjeu. Mais je constate que tous les programmes de financement puis tous les discours sont orientés sur les changements climatiques, la réduction des gaz à effet de serre. Oui, c'est intéressant la mobilité, puis du point de vue social, c'est intéressant qu'on ait des transports collectifs, mais dans certaines régions, c'est peut-être pas ça la priorité. Et donc, moi, j'aimerais ça qu'à un moment donné, on soit reconnu dans les régions pour protéger notre forêt. Parce que c'est intéressant, Véronique t'en a parlé, des 3 parcs régionaux, mais on est en terre publique. Chez moi, c'est 90% de terre privée. Et à cause de la fiscalité municipale, ben, tout ce que les gens peuvent faire,
c'est faire des maisons. C'est ça qui rapporte. Donc, dans des milieux ruraux comme ça, donc, oui, il faut modifier la fiscalité municipale, mais il faudrait peut-être aussi reconnaître tous les efforts de protéger une forêt, un milieu humide, d'innover dans ce qui est quel type de pratiques agricoles on pourrait faire qui séquestrent du carbone et de reconnaître ces choses-là. Même chose en foresterie. Fait que ça, moi, ça, c'est ma bataille. Et je pense que la région des Laurentides, elle pourrait être une des régions très, très, très intéressantes pour démontrer l'importance des solutions nature. Merci beaucoup. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de points qui reviennent, des préoccupations qu'on entend beaucoup dans plusieurs de nos rencontres. Effectivement, celle de protection de la nature, celle de la base de la fiscalité municipale qui est contraire parfois à cette protection-là, en tout cas à l'échelle locale. Vous avez aussi réitéré l'importance de la question des compétences là, on en a parlé plus tôt dans les municipalités pour faire face à ces obligations-là. On voit le temps qui passe, on va prendre la dernière tour de parole. Annick, puis ensuite, on va fermer la rencontre officiellement. On poursuivra celles et ceux qui veulent rester avec nous. Annick. Bonjour. Alors, Annick Saint-Denis, je suis directrice générale du Réseau Plein Air Québec, un organisme tout récent. Je suis aussi une transfuge dans les Laurentides. Je demeure à Sainte-Agathe-des-Monts depuis 8 mois maintenant. Je viens de la région de Montréal même. Et il y a plein de choses que j'ai trouvées intéressantes dans ce qui s'est dit. Il me reste 1 minute, donc je vais souligner peut-être une chose qui n'a pas du tout été mentionnée, puis que moi, me rejoint comme nouvelle habitante de la MRC des Laurentides, c'est la topographie. Quand on parle de transport actif, quand on parle d'accès au territoire, quand on parle de route en garnotte, quand on parle de toutes sortes de choses qu'on a parlé dans le courant de la rencontre, la question de la densification dans les Laurentides, je pense qu'elle doit avoir un lien avec la topographie. Quand on demeure, comme moi, je suis arrivée ici pour un emploi et très, très rapidement, dans la folie furieuse de trouver une maison, j'ai trouvé quelque chose, mais ce n'était pas nécessairement ce que je cherchais initialement. J'aurais aimé être en ville, j'ai rien trouvé, je n'ai même pas trouvé de logement à louer pour faire la transition ou quoi que ce soit. Donc, les gens disent, tu es à la campagne? Non, je suis à la montagne. Donc, je suis à la montagne, je suis en télétravail maintenant, parce que j'ai changé d'emploi en cours de route. Et il y a le côté d'isolement du télétravail que je voulais mettre de l'avant aussi, qu'on n'a pas parlé, c'est que de plus en plus, les gens vont être en télétravail. Et l'importance de la densification, elle est là aussi pour contrer l'isolement. Donc, si on peut avoir effectivement de la densité avec des services de proximité, je pense que ça vient aussi jouer sur l'isolement qui va être de plus en plus fréquent avec le télétravail. Et le côté de la topographie pour être capable de se rendre. Moi, je suis à vol d'oiseau à 1 kilomètre peut-être du petit train du Nord. Je ne suis pas capable de m'y rendre sans prendre ma voiture ou en faisant des détours épouvantables à cause des autoroutes, à cause de la topographie, etc. Donc, l'important, je pense, d'amener, de densifier les centres. Moi, j'aurais préféré être plus près du centre, plus près de la piste cyclable, avoir accès plus facilement au petit train du Nord, profiter de la belle nature qui nous entoure. Donc, je j'arrête là-dessus. J'avais plein d'autres choses à dire. Merci beaucoup, Annick. On peut continuer un peu plus tard. Peut-être en 1 minute chacun des intervenants, juste pour bien clore vos derniers commentaires, vos dernières réponses aux questions là, qui nous ont été adressées. Qu'est-ce que ça vous inspire? On va aller dans l'ordre inverse. Là. Cette fois-ci, je vais commencer par Véronique. Beaucoup de choses. Je retiens surtout l'aspect du transport actif et je trouve ça intéressant d'entendre. J'ai juste Réseau Plein Air Québec, je pense que c'est Annick. Oui, c'est ça qui parle de penser aussi à... Moi, maintenant, je pense au centre-ville de Mont-Laurier, il y a une côte à monter, puis je me dis, j'aimerais ça qu'il y ait une piste cyclable qui relie tous les différents pôles avec l'arrivée du petit train du Nord, puis je pense à cette côte-là, puis je me dis, elle ne sera peut-être pas évidente à monter pour tout le monde. Fait qu'il y a toutes ces affaires-là auxquelles il faut penser aussi, je suis d'accord. Et mon Dieu, tellement de choses qui se sont dites. Je vais laisser la parole aux autres parce que je suis d'accord avec tout ce que Agnès aussi a apporté, là, des points tellement importants, les solutions vertes. Donc, je vais laisser la parole aux 2 autres intervenants. Merci. Catherine?
Oui, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui a été dit, les questions qui ont été posées également. Puis, je vais revenir avec, Mme Grondin. C'est sûr que l'environnement, moi, je trouve que c'est très important. D'ailleurs, je suis coordonnatrice en aménagement du territoire, mais également en environnement. Et la chose que je trouve positive là-dedans, c'est que de plus en plus, que ce soit les gouvernements, que ce soit la population, que ce soit les intervenants municipaux, même les élus, bien, l'environnement il voit que c'est de plus en plus important. C'est vu, les citoyens veulent, les citoyens revendiquent qu'il y ait plus d'espace, etc. Comment faire ça, lier ça avec un aménagement du territoire qui soit fait intelligemment, disons. Ce n'est pas toujours de tout repos, notamment avec la fiscalité municipale. Donc, mais qu'est-ce que je trouve encourageant, c'est qu'on commence tranquillement, parce que ça fait des années que l'environnement, on y pense, certains professionnels, tout ça, certains citoyens également, mais pour certains autres, c'est moins ça. Puis il y en a que ça ne l'est pas encore, mais de plus en plus, ça va prendre l'importance, puis c'est ça qui est positif, en tout cas. Puis, il faut continuer dans cette bataille-là de défendre quand même nos espaces verts. Merci beaucoup. Monsieur Filion, mot de la fin. Après tout ce que j'ai entendu en cette belle journée d'été, j'aimerais mieux être chez vous que chez nous. Alors, vous avez peut-être un nouvel arrivant en puissance devant vous. Bon, ben merci. La dernière chose que je veux faire, c'est simplement vous remercier, non seulement les conférenciers, mais les participants. Et je veux également vous partager à l'écran les prochaines étapes auxquelles vous pouvez participer. Des références là, que je vous donne, le site du ministère des Affaires municipales pour tous les documents sur la Conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Nous tenons encore 2 événements avant les vacances, pour celles et ceux qui le veulent, dont une rencontre spéciale le 7 juillet, c'est toujours en virtuel. Sur notre site web, vous trouverez d'autres références. La consultation publique là, se tiendra, entre autres, sur le web du 16 août au 10 septembre. Et vous pouvez dès maintenant vous préparer avec les documents qui sont disponibles sur le site du ministère des Affaires municipales. Continuer à échanger. On a parlé de beaucoup de sujets. On a abordé la conversation, mais je ne pense pas qu'on l'a fait dans le détail. Vous pouvez utiliser le mot-clic « Parlons territoire ». Alors, voilà, je vous remercie tout le monde. On va formellement clore pour celles et ceux qui doivent quitter. Puis, moi, je reste si vous voulez continuer à discuter informellement. Il n'y a pas de problème. Alors, merci à tous. Puis, une très belle après-midi.